un magazine artistique qui marche. Je le connais et je ne veux pas le faire. C'est pas compliqué, et beaucoup, je vais pas en citer, mais beaucoup de magazines sont sur ce modèle-là. Vous faites un magazine qui ne parle que des expos, et si vous parlez des expos, les collectivités qui organisent les expos vous prennent les coups. Voilà. Moi, mon commercial, il s'arrache les cheveux, parce que comme je choisis les artistes indépendamment du fait qu'ils ont une expo ou pas, comme je fais un dossier sur les artistes en milieu scolaire, les artistes en prison, c'est pas ça qui va lui apporter de la pub, donc il me dit, mais Anne, fais un effort. Mais je lui dis, mais moi je ne veux pas faire un canard qui soit copié-collé des dossiers de presse des expos. Par contre, là, il y a un modèle économique, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on veut... Donc l'idée, moi, le défi, c'est de trouver un modèle économique tout en apportant une plus-value. Et je ne pense pas qu'on apporte une plus-value si on se contente de faire ce que vous trouvez dans ton réseau de presse. Mais du coup, défi au quotidien. Rassure-toi, les prisons seront bientôt privatisées et donc les prisons feront de la pub dans ton magazine si tu fais là en prison. Et ce sera tout un nouveau modèle économique grâce aux prisons qui relance l'art, c'est magnifique. Anna Non, pour le moment. Des territoires on va parler des territoires que ça couvre et tout l'intérêt aussi de la rencontre de ce soir, c'est d'amener à ces deux magazines à collaborer et à interagir pour une amplitude de territoire et au lieu de travailler en opposition, parce que en fait, le problème, c'est que l'Union européenne n'a que pour seule devise la concurrence libre et non faussée. Donc, c'est pas une citation de Goethe, loin s'en faut. Et donc, ce qui fait que c'est la guerre de tous contre tous entre les territoires, mais même entre quartiers, etc. Alors que ça durait autre chose. Donc, l'idée, c'est que ce sont deux magazines qui ne sont pas en concurrence. Non, pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas le même format, ils n'ont pas le même objectif, mais ils parlent, peu s'en faut, des mêmes choses. Et l'idée, ce serait au lieu de mettre en compétition les territoires, alors je vais lancer quelque chose de fou dans un monde libéral, on va prendre pour un marxiste-léniniste forcené, bon, je prends ce risque, allez, mais de travailler tout simplement en complémentarité des territoires et de savoir que ce qu'on fait en Catalogne n'est pas concurrentiel avec l'Occitanie, puisque c'est le mot qu'il faut dire désormais, et que en fait on peut démultiplier nos forces et nos capacités et de projection au-delà, c'est-à-dire capacité de projection à l'extérieur. Complètement. Mais moi j'ai déjà une idée d'un artiste que j'aime beaucoup qui expose dans la région mais qui habite en Catalogne côté sud. Je voulais vous en parler, que éventuellement on pourrait faire un papier commun. Voilà. Non, il faut faire ça, bien sûr. Je dois avouer que quand j'ai vu Arden vers Languedoc-Roussillon, qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis rassurée parce que Languedoc-Roussillon, c'est tout. Bon, avant, ça fait un an qu'on a, plus d'un an que j'avais vu qu'est-ce que s'est passé dans les territoires. Mais du coup, j'ai dit, moi je sais, je travaille avec le territoire, le PO, pas tout le Languedoc. Et comme ça, j'ai dit, bon, on est pas tranquille, elle. La revue à Montpellier, je veux dire que moi je trouve que c'est complémentaire et en plus que le sujet, moi je suis très large au niveau contenu, toi tu es plus cadré dans l'artistique. Mais il y a un temps, moi ce que je trouve c'est d'avoir découvert des territoires très riches en mouvements culturels et les gens ont envie de faire, de produire, de créer. Et ça, c'est. Moi, je trouve que c'est intéressant de mettre un volet. Moi, quand j'ai écrit le magazine, il y avait deux difficultés particulières. La première, que je dis, c'est que je ne voulais pas faire un truc qui soit que compte rendu d'expo, alors que c'était là qu'il y avait la solution financière. La deuxième difficulté, alors je ne sais pas, je vais peut-être me faire lyncher, mais c'est que j'étais sur une région à identité faible, le Languedoc-Roussillon. On en pense ce qu'on veut, mais bon, moi je suis bretonne, je suis désolée, mais il y a des régions comme la Bretagne, comme l'Alsace, comme la Normandie, probablement, peut-être la Normandie, ouais, qui ont des identités beaucoup plus fortes. Je vous donne un exemple tout simple, c'est que donc moi je couvrais un territoire de 5 départements, Languedoc-Roussillon. Quand j'en parle aux Gardois, ils me disent « Ah ouais, mais il faut que tu parles de Marseille ». Quand j'en parlais aux gens de Carcassonne, « Ah ouais, mais il faut que tu nous dises ce qui se passe à Toulouse ». Et quand je venais ici, c'est « Ah bah ouais, mais il faut que tu nous dises ce qui se passe à Gérone ». Et moi je veux bien, mais je
suis pas Shiva, hein, j'ai pas 36 bras. Bon. Donc la réponse a été tout simplement pragmatique, c'est que je ne pouvais pas faire ce que voulaient les marges du territoire, quoi. Donc j'en reste au territoire administratif, mais de fait, je ne suis pas sûr que les Catalans s'intéressent à ce qui se passe dans le Gard, et que les Audois s'intéressent à ce qui se passe à Montpellier, etc. Alors que dans un territoire à identité forte, ça marcherait, c'est évident. Donc là, il y avait une deuxième difficulté. Donc moi, j'ai essayé de faire bouger les lignes modestement, je ne suis évidemment pas la seule, mais à participer à cette création d'un sentiment régional, quoi. Il se trouve que j'ai été au Conseil économique et social régional 6 ans, je représentais les journalistes au Césaire, donc cette question-là, je la voyais, mais 4 ou 5 fois par mois au Césaire en permanence, quoi. Ceux qui disaient envers et contre tout que cette région avait une identité forte, et puis ceux qui admettaient les choses, quoi. Bon. Mais ça ne veut pas dire que je pense fondamentalement que ce n'est pas une région qui a une identité forte, ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas essayé, moi, de participer à créer cette unité. Bon, et puis patatras, au bout de 2 ans et demi, nous tombe dessus la grande région. Donc on passe de 5 à 13 départements, on en rajoute 8. Donc comment on fait? Donc on a eu des grandes discussions en interne. Première solution, on ne fait rien. On continue à traiter nos 5 départements, après tout, qu'est-ce qu'on va s'emmerder, on rajoute des 8, c'est déjà assez de boulot comme ça. C'était prendre un énorme risque financier parce que dans les annonceurs, il y a quand même le conseil régional. Même si en ce moment, ça fait 3-4 numéros qu'on les a plus, mais c'est à mon avis anecdotique. Donc on s'est dit, on ne peut pas faire ça, on est mort. C'est-à-dire que le jour où les décisions seront réellement prises uniquement à Toulouse, là, on n'existera plus. Donc on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on passe de 5 à 13 départements. Deuxième solution, puisqu'on est bimestriel, on va faire un mois à Languedoc-Roussillon, un mois Midi-Pyrénées. Pour des raisons pratiques, c'est une solution sur laquelle j'ai réellement réfléchi, parce que moi, au niveau rédactionnel, c'était plus simple. En même temps, c'était absurde. On s'en est vite rendu compte. C'est-à-dire que si on crée une région, si on fusionne une région, c'est pas pour faire 2 titres différents qui continuent. Bon. Troisième solution, je ne me rappelle plus, mais enfin, il y avait 4 ou 5 schémas. Quoi. Et puis on a fini par faire un magazine légèrement remanié, légèrement, aux marges. On a passé les portraits de 4 à 6. On a augmenté certaines rubriques, mais pas toutes. Par exemple, le dossier n'est pas augmenté. Le dossier, c'est une problématique. Au lieu de la traiter sur 5 départements, on la traite sur 13. Par contre, les portraits, il y en avait 4, il y en a maintenant 6, avec un équilibre géographique extrêmement rigoureux. Ça, c'est le principe de base au départ. Donc, un portrait pour la Haute-Garonne, 2 portraits pour les autres départements de Midi-Pyrénées, sauf l'Aveyron, un portrait pour Gard, Lozère ou Aveyron, et un portrait pour Rouge-du-Pays. Voilà, donc ça, dans tous les numéros, c'est ça. Après, il y a d'autres critères qui interviennent, mais si je veux m'adresser à toute la région, je suis obligé de faire ça. Bon, après, il y avait la question, comment on fait au niveau de la notoriété du titre? Vous avez un titre qui commence à être, quand même, je ne veux pas avancer des fleurs, mais identifié en Languedoc-Roussillon. Réellement, les artistes commencent à connaître le titre. En Midi-Pyrénées, évidemment, on part de zéro. Donc, on a décidé d'abonner gratuitement toutes les galeries, tous les musées, toutes les collectivités de Midi-Pyrénées pendant un an. Donc ça veut dire que, et on a eu raison parce que voilà, ça se traduit tout de suite par les Hautes-Pyrénées qui nous appellent et qui nous prennent de la pub parce que notre chance, c'est qu'il n'y avait pas d'équivalent au Midi-Pyrénées. Parce que cette histoire de fusion des régions dans la presse, moi j'ai dit au club de la presse qu'il y avait un débat à faire, mais ils ne l'ont pas fait. Mais c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire soit vous avez un titre, il y a un titre équivalent dans le reste de la région, première solution, vous fusionnez. Midi Libre a été Midi Libre, l'Indépendant et la Dépêche. Bon, mais malgré, enfin, ne font plus qu'un, il y a une cohérence, c'est évident. Soit notre chance à nous, c'est que vous existez sur une partie du territoire, ça n'existe pas sur l'autre partie du territoire, donc vous essayez d'y aller. Et troisième schéma, il y a 2 titres équivalents qui existent, et les 2 veulent aller sur l'autre partie du territoire, et bien là, je leur souhaite bien du courage. Et il y a des cas, à mon avis, dans 6 mois, il faudra faire le bilan. Voilà, donc c'est vraiment, là encore, c'est des problématiques intéressantes. Donc nous, au final, au niveau rédactionnel, ça m'a demandé un boulot de dingue, ça, mais bon, je m'en sors à peu près. Par contre, l'aspect positif, évidemment, c'est que les annonceurs sont plus nombreux. Voilà, donc c'est plus... Et puis, j'ai pas de chiffres concernant les abonnements, mais les abonnements arrivent. Sur Midi-Pyrénées, les abonnements arrivent. Le bouche à oreille est bon. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas encore allé faire à Toulouse de rencontres avec les lecteurs, mais on va le faire en 2017, ça c'est sûr. Voilà. Pardon ? Ça dépend, on tire à 3 ou 4 000. Voilà. Il y a 1500 abonnés.
On doit tenir à 4000, je me souviens. Je fais des chiffres, désolé, je suis nulle. Mais ouais, c'est à 1500 abonnés. Voilà. Plus énormément de gratuits parce que c'est la stratégie qu'on a. Alors, on n'a abonné aucun artiste ou amateur d'art gratuitement sur Midibin, sinon autant devenir gratuit. Quoi. On a abonné ceux qui potentiellement pouvaient être annonceurs. Donc les collectivités, les galeries, les musées. Voilà. Ce qui est intéressant pour les artistes qui sont dedans aussi. Parce qu'il y a une question qui se pose. Comment distinguer un artiste d'un peintre du dimanche? Enfin, peintre, photographe du dimanche, enfin, tout ce qui se passe le dimanche et qui ne va pas à la messe, déjà ça en soi c'est mal. Alors c'est sûr que des fois j'ai des réactions amères d'artistes qui me disent ouais t'as parlé d'un tel, c'est un amateur, il n'est même pas à la maison des artistes. Et de fait, moi quand je m'intéresse à un artiste, je ne lui demande pas si c'est ses revenus principaux, je m'en fiche complètement, je regarde le travail et puis c'est tout. Voilà, alors après, peut-être que dans ceux que je présente, il y en a parmi vous qui trouvent que je présente des artistes du dimanche, hein, c'est purement subjectif. J'essaie de présenter des travaux que j'estime tenir la route, après c'est à vous de répondre. Désolé. Eh bien, pas de souci. À bientôt. À bientôt. Et alors, la question c'est, qu'est-ce qui augure à ton choix pour le contenu? Parce que toi, tu as aussi musique, danse, etc. Ça dépend de... Notre revue est... Au début, c'était bimestriel. Ouais. Et depuis le mois de septembre, on va passer à trimestriel pour pouvoir continuer, parce que nous, on s'en occupe de tout pour pouvoir nous soulager un tout petit peu, pour pouvoir continuer. Et le sujet, c'est que on fait un choix d'un sujet, et ce sont les articles centraux. Et on le traite de côté. Par exemple, celui-là, c'était le vin. Et côté Perpignan, Perpignan c'est pour faire court. Hein. On l'a fait vers la fête du partage et du vin de Banyuls. Et de côté Gérone, on a mis le lait sur l'appellation d'origine de l'Empordà et la façon de faire les vins écologiques et biodynamiques. Voilà, c'est d'offrir des sujets intéressants qui attirent l'attention, pas offrir, comme tu dis, de copier-coller d'autres choses. Et après, ça dépend du mois ou tout ce qui se passe. Donc, on fait les choix Sincèrement, c'est que je pense que c'est intéressant et toujours je le fais 50-50. C'est-à-dire, par exemple, c'est on dit détaché. Essentiel. L'essentiel, toujours en renseignement de Perpignan, en renseignement d'ici de Gérone. Et toujours, ça peut être des danses, de cinéma, des festivals, voilà, de tout. Et normalement, on a mis, je me suis rendu compte, magazine culturel de Gérone Roussillon. Et Roussillon, on l'a mis parce que c'était l'ancienne appellation. Ils m'ont dit Roussillon, mais c'est la comarque sud-Dimas. Peut-être qu'on a... Mais je veux dire que Roussillon, on voulait dire pas PO parce que c'était pas très connu de l'autre côté. Ouais. Et donc Roussillon pour mettre tout en même temps. Et on a eu l'idée de faire un transfrontalière parce qu'on s'est rendu compte que le renseignement croisé n'existait pas. C'est-à-dire il y a des renseignements. Et je vous dis, je ne sais pas, peut-être que c'est moi que je fais attention, mais à partir de ces modèles, moi je trouve qu'il y a plus de renseignements de Perpignan à Gérone. Il y a plus d'intérêt de mettre plus de renseignements au niveau culture, au niveau de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est parce qu'on a vu qu'il y avait cette formule, il n'existe pas. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est lancé à faire ce genre de publication. Parce qu'il y a des publications catalanes
d'obédience vaguement catalaniste ici, mais ça reste comme Mille Démonis ou une autre, Mirmande. Mirmande, la revue. Eh ben, en fait, c'est très confidentiel, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. L'avantage, c'est que c'est ouvert sur le grand public. Moi, de ces choses-là, non. Moi, de mettre en valeur les deux territoires, au niveau culturel, au niveau du tourisme, dire aux gens, voilà, qu'est-ce que vous perdez d'être à côté, et c'est là, et qu'il y a des choses très intéressantes. Ça, il y avait un vide. Il y avait un vide de ces questions d'information. Et moi, je trouve que le retour que j'ai des deux côtés, c'est intéressant pour tout le monde. L'évolution, soit papier, soit Internet, on dira comment ça se passe au niveau de comment on prend les gens l'information. Ouais. Et ça, on doit évoluer au fur et à mesure. Pour l'instant aussi, on a à notre atout les langues. Oui. Ici. C'est le seul, en fait, qui fait trilingue. Les langues. Ici, c'est pour apprendre maintenant le catalan, pour réviser l'espagnol. De l'autre côté, par exemple, de mon côté, non, ma génération, oui. On avait appris le français. Maintenant, tout le monde est dans l'anglais. Et je prends la revue pour réviser le français. Voilà. Au moins, soit la culture, soit la langue, soit qu'elle parle, par exemple, le deuxième numéro, et on avait mis l'œil sur Collioure et Cadaqués. Les gens, oh tiens, je vais voir qu'est-ce qui se passe à Cadaqués. Voilà. Ça, de créer l'intérêt des gens et de mettre en rapport avec tout ce qui se passe dans le territoire, ça c'est notre but. Et c'est vrai que maintenant, voilà, il y a je vous dis qu'il faut continuer dans cette ligne et de faire évoluer au fur et à mesure comment ça se présente au niveau de la façon de prendre les gens, l'info, voilà. Alors, ce qui est important pour les magazines, parce que c'est qu'il y a un intérêt pour une représentation mentale du territoire. Oui. Ça, c'est très important, parce que de plus en plus, il me semble, c'est qu'on a l'air connecté avec le monde entier. Moi, je parle souvent à un ami à Moscou avec mon téléphone, et je ne parle pas tout seul à un morceau de plastique, il est vraiment de l'autre côté. Mais finalement, ce qui est le prochain, on aurait dit certains, le pape notamment, nous est totalement inconnu. Et complètement, les magazines papier, parce qu'ils nous ancrent dans le réel, mais nous créent encore la représentation mentale dans un territoire dans lequel on habite et finalement qu'on connaît de moins en moins. Et en plus, il y a un autre phénomène qui est très fort en France, mais sans doute ailleurs aussi, moi je ne veux pas qu'on se flagelle particulièrement, mais qui est vraiment nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire qu'il y a quand même des artistes assez exceptionnels sur ce territoire, mais leur notoriété, il faut qu'elle vienne de l'extérieur pour qu'on s'en rende compte. Et il y a un type dans le Gard qui s'appelle, qui est à mon avis un des plus grands artistes actuels, qui s'appelle Hassan Musa. Il habite un village de 300 habitants. La dernière fois qu'il a fait une expo dans une galerie parisienne, Philippe Daja lui a fait une demi-page dans le monde. Ce type-là est plus connu à Londres, à New York, qu'à Kuala Lumpur possible. Bon, moi, quand je tombe sur des pépites comme ça, ben là, je ne dis pas qu'il y en a 36 000, mais il y en a. Il y a un paquet d'artistes qui habitent ici. Soit on les connaît, on ne sait pas qu'ils habitent ici, soit on ne les connaît pas parce que leur notoriété n'est pas revenue ici. Moi, je suis persuadée que ces gens-là vont avoir un jour ou l'autre des expos organisées par les galeries ou les musées du coin parce qu'ils auront d'abord eu une expo ailleurs. Le dernier lauréat français, enfin le dernier artiste français qui a été, enfin le dernier artiste qui a représenté la France à la Biennale de Venise l'an dernier, c'est un Sétois, Céleste Boursier-Moulineau. J'ai pas fait énormément d'articles sur lui parce que là pour le coup c'est beaucoup des installations, beaucoup des choses qui bougent autour du son, etc. Mais c'est un Sétois. Bon, je suis pas sûre que les gens, j'ai pas vu Midi Libre dans la Gazette s'exciter plus que ça. Peut-être qu'après chacun a son jugement, mais il y a quand même cet aspect-là.
c'est assez impressionnant. Et du coup, les galeries et les musées, souvent, quand ils exposent des artistes de la région, se croient obligés vraiment de mettre dans le parcours tout ce qu'ils ont fait en dehors de la région. Bon, pourquoi pas, mais si on commençait déjà, nous, par porter des artistes de notre territoire, ça serait déjà... Et puis, et là, j'en rajoute une couche, les fracs. Les fracs, alors, frac, il faut expliquer Fonds ce que régional c'est. d'art contemporain. Voilà. C'est pas que les fracs en Languedoc-Roussillon ou les Midi-Pyrénées, c'est les fracs partout en France. Les fonds régionaux d'art contemporain ont pour mission de montrer dans les territoires les artistes qui sont cotés ou qui sont intéressants en France, quoi. Donc, je ne dis pas qu'ils n'achètent pas des artistes locaux, mais globalement, quand le Frac de Montpellier, par exemple, est très content de montrer des artistes qui sont passés par des galeries des musées parisiens et qui ne sont pas du tout de la région. C'est un choix. Alors évidemment, c'est compliqué ces histoires-là, parce que si vous faites que les artistes régionaux, on va vous dire que votre structure, elle n'a pas de retentissement national. Si vous portez que les nationaux, et vous créez de l'amertume, c'est pas simple, j'ai pas forcément la solution. Mais de fait, c'est quand même un peu ça. Voilà. Après, moi, je voulais dire une autre, autre petite remarque, mais alors toute petite, sur une réflexion que j'ai faite à partir d'Internet. À partir du moment où j'ai un support papier, je ne veux pas que les gens me disent « Ouais, tous ces artistes, je les ai vus sur Internet ». Donc dans les 6 portraits que je choisis, il y en a forcément un, enfin forcément, j'essaie qu'à chaque fois, il y en ait au moins un qui n'ait aucune visibilité sur Internet. Voilà. Et je trouve, en cherchant bien, c'est-à-dire maintenant, au bout de 3 ans, je demande aux artistes de m'indiquer des artistes, et si possible des artistes justement que je n'aurais pas repérés. Et donc les gens me donnent des noms d'artistes, et on en trouve, il y a pas mal quand même encore d'artistes, soit les générations âgées qui ne maîtrisent pas les outils, soit qui ne veulent pas s'embêter avec ça aussi. Hein. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Mais...